Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et sur la planète du rêve et des savoir-faire exceptionnels, NEC plus ultra. Vous allez voir, aujourd'hui, exceptionnel se conjugue aussi avec avant-gardisme sommaire. Quand la haute horlogerie et l'art contemporain se rencontrent, c'est au bon endroit et au bon moment. Le Roquefort, un fromage à découvrir en bonne société. Le siècle des Lumières des arts décoratifs en France, c'est le 19e siècle. Pour commencer, je vous invite à me suivre à Saint-Tropez dans la propriété musée du galeriste Enrico Navarra. Il reçoit l'horloger suisse Parmigiani et l'artiste André, célèbre pour ses graffitis. À première vue, la rencontre semble paradoxale. Le grand horloger suisse Parmigiani Fleurier s'inspire d'une montre du passé pour faire la montre de demain, avec sa forme elliptique et la magie de ses deux aiguilles télescopiques. Cette collection, intitulée Ovale, a son édition limitée. Elle est dessinée par l'artiste André, graffeur iconoclaste il y a quelques années, mais très en vogue à l'heure d'aujourd'hui. Une montre se doit d'être dans l'air du temps, non ? C'est lié une amitié entre Parmigiani et puis l'artiste, tout naturellement, par le biais de Navarro. Et je pense que les choses importantes de la vie, finalement, elles arrivent comme ça, naturellement, d'une façon extrêmement simple, même pour aboutir sur quelque chose qui peut être même complexe. C'est une édition limitée à 10 exemplaires. On est en train de faire évoluer la marque de façon contemporaine en s'inspirant du passé. Et ça, pour nous, c'est le fondamental de la marque. C'est ce qui fait la richesse de cette marque, c'est de pouvoir s'inspirer de tout ce qui a été fait de miraculeux, je dirais, dans l'horlogerie ces 300 dernières années, pour essayer de façon contemporaine, de les interpréter de façon contemporaine, pour faire plaisir à des consommateurs actuels. Vous avez sûrement déjà rencontré Mister A, le personnage d'André dans les rues de Paris et d'ailleurs. C'était un challenge un peu de dessiner, moi qui ai l'habitude de faire des grands dessins, de devoir faire des toutes petites, comme des miniatures, de venir intervenir sur un de leurs cadrans. Donc il y a plusieurs choses. Il y a Monsieur A, qui est mon alter ego, et que je dessine tout le temps depuis des années et qui m'accompagne dans toutes mes aventures. Après, il y a les yeux, qui seraient un peu mes yeux, mon troisième œil, c'est mon côté métaphysique. Je regarde ce qui se passe un peu derrière, au-dessus, c'est au-delà de la réalité. Et puis il y a mon nom, au cas où j'oublie comment je m'appelle. Et puis d'où je viens, Paris, comme ça vous me renvoyez. Voilà. Donc, et puis on retrouve un peu mes couleurs, qui sont des couleurs que j'utilise un peu tout le temps. Déjouant les codes de la haute horlogerie, ce cadran original contraste tout en restant fidèle aux codes et aux finitions de la maison. Le client un peu sophistiqué, avec un peu de culture, il est cultivé, il est effectivement plus exigeant. Il est plus exigeant à deux choses. D'abord, il veut des choses originales, il veut des produits originaux, il veut des produits où la créativité est importante, et il veut des produits rares, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas produits en gros volume, pour ne pas avoir le même produit que tout le monde. C'est dans l'incroyable Villa Navarra, lieu unique entre habitation et galerie d'exposition, que Parmigiani Fleurier présente sa collection. Cette montre, qui est une montre, je dirais, un peu plus culturelle, on s'est dit, tiens, l'endroit idéal pour présenter cette montre, c'est chez Enrico Navarra, ici, au MUI. Et puis, ça s'est fait très vite, hein. Un lieu rare, pour des personnes rares, et surtout, ça c'est personnel, je trouve que cette montre, c'est une montre du soleil. C'est une montre du soleil parce que c'est une montre qu'on voit bien portée par des gens qui habitent au bord de la mer, qui sont au soleil, qui sont en Amérique latine. Je vois plus nos clients là que dans le nord de l'Europe. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, voyez-vous, cette galerie aussi, elle est totalement intégrée dans un endroit qui n'a, on pourrait dire à première vue, rien à voir. Hein, mais quelque part, c'est aussi savoir choquer, savoir marquer, savoir se différencier. Je pense que tout ça, ça aide à faire avancer l'art. Entre ancrage et créativité, d'un geste, le ton est exalté.
La marque de Roquefort la plus célèbre du monde fête ses 150 ans. C'est l'occasion de visiter ses caves luxueuses et de faire le point sur l'évolution de sa fabrication. C'est l'esprit de compagnonnage qui préside à la création du Roquefort Société. En 1863, les petits affineurs indépendants se regroupent autour des mêmes valeurs, l'entraide mutuelle et l'amour du travail bien fait. Baptisé par Diderot, le roi des fromages, son histoire et sa fabrication méritent le voyage. L'histoire de société, c'est une histoire de tradition. La tradition autour de 3 valeurs qui me semblent clés. C'est le respect, la valeur du territoire, le respect, la valeur du savoir-faire des gens, le savoir-faire des bergers d'abord, qui produisent le lait, le savoir-faire des gens du laboratoire, des fromagers, donc de l'ensemble des gens qui composent l'entreprise, des menuisiers qui refont les caves. Une histoire de modernité, c'est une entreprise qui a toujours su tenir compte de l'évolution du temps présent. Donc c'est chez ces sociétés qu'a été créée la première machine à traire, les brebis. Et la 3e valeur, c'est naturellement le produit, c'est le Roquefort. Le Roquefort se mange sur un plateau. Mais quand même, il y en a aussi beaucoup qui s'utilisent en sauce. La fameuse sauce au Roquefort, les steaks au Roquefort, mais aussi dans la région, des desserts. Il y a la tarte aux poires au Roquefort. Donc pour demain, le pari, c'est de développer tous ces usages-là, de trouver de nouveaux conditionnements, de nouvelles présentations et d'inciter les consommateurs à utiliser nos produits différemment. Voilà les challenges qui nous attendent dans les 150 ans qui viennent. Haroun Tazieff, malgré tous ses efforts, n'aurait pu prévoir que dans 150 ans, on mangerait de la glace au Roquefort. Alors, c'est un fromage à base de lait de brebis, travaillé à l'état cru, autrement dit, il n'est pas pasteurisé ni thermisé. Donc, justement, pour garder son côté tout à fait naturel, parce que le Roquefort est un produit complètement naturel, affiné dans des caves naturelles. Donc, le lait est récolté tous les jours dans les fermes. Donc, le lait est mis en fabrication, mis en cuve, on met les ferments. Le pénicillium est mis dans les cuves, dans le lait, justement, pour avoir une meilleure répartition du bleu sur le fromage. Et ensuite, la présure, qui, elle, va faire prendre le lait en caillé. Alors, le pénicillium, c'est un petit champignon microscopique. Traditionnellement, c'était fait sur des miches de pain qu'on mettait en cave. Après, on faisait une extraction de ce pénicillium. Aujourd'hui, on a une technique qui nous permet de vraiment sélectionner la souche de pénicillium. Donc, on fait de la pâte, on fait du pain, on crée du pain. C'est de la pâte à pain qu'on va mettre dans ces bouteilles et qu'on va stériliser. Et puis, de manière stérile, on va venir ensemencer avec la souche de pénicillium roqueforti que l'on désire, voire pousser. Et à l'aide d'un excipient, venir faire des doses liquides de pénicillium. Et on va les conditionner pour le format utile pour nos cuves de fabrication en Roquefort. À trop appuyer sur le champignon, on risque la reconduite à la frontière. C'est lui qui apporte le goût, l'onctuosité et la présentation, forcément, puisque c'est lui qui va déjà donner cette couleur bleue à la pâte et bien sûr donner son goût et son onctuosité. Typique en fonction des pénicilliums qu'on a, puisque forcément on a 3 fromages chez Société qui ont des goûts différents et qui viennent justement de ce pénicillium. Le point essentiel sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est sur la maîtrise du fonctionnement des caves d'affinage, puisque les caves d'affinage sont des grottes naturelles où la seule action de l'homme, c'est d'ouvrir ou de fermer des portes de ce que l'on appelle les fleurines pour faire rentrer plus ou moins d'air. Le pari aujourd'hui, c'est de mettre ça en équation et de faire de la prédiction en continuant à travailler comme on savait le faire, mais en y mettant un peu de science. Ça fonctionne avec la pression et dépression extérieure. Donc plus il fait chaud à l'extérieur, plus les fleurines soufflent froid et humide. Donc c'est de l'air chaud qui va rentrer à travers les bouillies. En passant à travers les bouillies, il va se refroidir. Il dit refroidissement dit condensation. Il se charge en humidité au contact de la roche qui est très humide. Il arrive ici, 6 degrés, 95% d'hygrométrie. Ce sont les caves qui rendent notre gastronomie si suave. C'est ce bois de chêne qui va nous réguler justement ça. Donc, c'est-à-dire quand les fleurines soufflent, le bois de chêne va capter toute cette humidité et le restituer au fromage au moment où le fromage en a besoin et que la fleurine ne souffle plus. Et après la contemplation, l'action.
nous allons faire ce qu'on appelle en termes de cuisine traditionnelle, une royale. Donc on va mettre une belle portion de roquefort dans un blender. On rajoute 5 jaunes d'œufs. Avec ça, on va faire 5-6 personnes. Hein. On va rajouter une dizaine de centilitres de fleurette et une dizaine de centilitres de lait. Nous allons verser dans l'assiette à peu près 1 centimètre. Nous allons protéger avec un petit peu de papier film. Et nous allons cuire tout simplement au bain-marie. On va faire des petites pastilles sablées de roquefort. C'est très simple, hein. On met tout en même temps. Il faut tout bien rompre. Des sablés et une sauce au roquefort qui viennent tonifier cette salade aux couleurs d'automne. On va étaler cela avec un rouleau. Nous allons cuire cet ensemble au four. On fera avec un emporte-pièce des petites pastilles qui viendront se placer dans la salade froide, mais qui seront croustillantes et un peu sablées pour ramener justement le côté croustillant dans la salade et avec le moelleux qui est dessous. Selon une étude britannique récente, le secret de longévité des Françaises résiderait dans ce fromage. C'est ce que les Anglais appellent la French Paradox. Le roquefort, très riche en lipides, loin d'être mauvais pour le cœur, serait au contraire un puissant anti-inflammatoire. Ce fromage aurait donc des vertus anti-âge à consommer sans modération. Chacun ses élégances, celle de l'antiquaire Michel Guichadelot, c'est sa spécialité, les meubles et objets du 19e siècle. Il partage avec nous sa passion rencontre. Michel Guichadelot, dernier du nom de 3 générations d'antiquaires, fait culminer la passion familiale avec sa galerie dont la renommée internationale témoigne de l'excellence de la collection. Moi, je suis tombé dedans petit, j'ai été bercé, si vous voulez, dans ce milieu, mais je pense que pour être antiquaire, ça ne s'improvise pas vraiment. Je pense qu'il faut avoir le feeling, l'amour des objets et ressentir tout de suite les choses. Alors, vous avez une préférence sur le 19e, je vois. Tout à fait. Pour le 19e de création, c'est-à-dire la deuxième partie du 19e siècle, qui est ma spécialité. Ce que j'aime, c'est cet art créatif qui a été très intéressant avec le japonisme, avec tout ce qu'on a pris de l'Extrême-Orient et de l'Orient. Le côté orientaliste et toute cette création très éclectique du 19e siècle, de la deuxième moitié du 19e siècle. Je pense que les grandes familles telles que Haussmann, Rothschild et bien d'autres étaient très attirées par cette période de création de ce mobilier avec cette inspiration qui venait de la Chine et du Japon. Alors cette ravissante pendule a été conçue par Denière. Et vous voyez, comme vous voyez, elle est dans son jus, hein, elle n'a même pas été nettoyée. Donc elle est dans un bronze et une dorure extraordinaire, une dorure au mercure. Formidable, elle est toute en améthysme. L'améthyste est très 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 jolie, vous voyez, sur les côtés, même sur l'arrière. Des cabochons dessus. Il y a cette effigie en calcédoine bleutée d'époque romaine. Et donc cette pendule a été offerte au comte de Bordeaux, Henri V, pour la naissance d'Henri V. Et donc, comme vous le voyez, il y a l'emblème des Bourbons-Condé, donc elle est de provenance royale. Et donc, ça fait de cette pendule une pendule tout à fait unique et extraordinaire.
Moi, si vous voulez, ce que j'aime dans ce métier, c'est surtout l'achat. Parce que quand j'achète un objet, à chaque fois, quand l'objet est exceptionnel, ça me fait vibrer, j'adore ça. J'ai d'ailleurs découvert plusieurs objets cette année, notamment la sculpture Paul et Virginie. C'est une sculpture du sculpteur Prosper d'Épinay. C'était le sculpteur de l'aristocratie, donc on disait de lui le sculpteur des princes. C'est une œuvre monumentale et une œuvre muséale. Je peux même vous dire que c'est une découverte, parce qu'un modèle similaire se trouve à Saint-Louis, à l'île Maurice, qui, je pense, est un peu plus petite que celle-ci. Elle est tout à fait remarquable par sa sculpture, son exécution très fine. On n'en voit pas souvent. Voilà, c'est une très belle œuvre et je pense que c'est un chef-d'œuvre de la sculpture française. Les œuvres que nous allons présenter à la Biennale, déjà, c'est bien quand elles ne sont pas connues, quand elles ne sont pas vues et que ce sont des choses un peu inédites et que nous présentons, si vous voulez, pour la première fois. La difficulté, ça pourrait être, et c'est même, les pièces que nous présentons, c'est-à-dire les pièces qui doivent être spectaculaires et surtout très rares et exceptionnelles pour faire, si vous voulez, l'effet de surprise et que les gens qui viennent à la Biennale soient agréablement surpris par ces pièces qu'ils découvrent. Je vais vous présenter cet extraordinaire piano qui a été le clou de l'exposition universelle de 1878. Les peintures sont donc de Juan Antonio González. Le piano a été créé par le célèbre ébéniste Henri Dasson. Et le mécanisme a été fait par la maison Erard. Ce piano est une pièce unique au monde, ce qui en fait un chef-d'œuvre absolu de la Belle Époque et de l'art français. Michel Guichadlo est le fervent ambassadeur de cette époque où les meubles et les objets deviennent spectaculaires par leur créativité et la finesse de leur fabrication. Une audace et une richesse d'expression qui justifient que cette époque ait été baptisée la Belle. Merci de votre fidélité, merci à l'Hôtel Bristol de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisqu'à Nec Plus Ultra, le luxe est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. L'univers pétillant et coloré de la créatrice autrichienne Barbara Rill n'exclut pas les matières nobles et les lignes épurées. J'ai envie de faire communiquer cette énergie extrêmement positive, se concentrer dans mes sacs. Et je pense que ça marche. Mes sacs, ils ont une particularité, ils sont très légers. Oui. Parce qu'en fait, comme je pense à la femme qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup, il faut absolument la légèreté. Et donc, j'ai créé ce cuir à double face qui est vraiment contre-collé. Une légèreté qui se prolonge dans les dessins façon comics et qui nous font caresser la folle idée de pouvoir faire entrer enfin le monde entier dans notre sac.